Aujourd'hui, on va parler du mixage d'une batterie acoustique. Et pas de blague au début? Non, parce que l'heure est grave. Et puis surtout parce que je ne sais pas quoi faire comme blague. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc bienvenue à l'AGS sur l'Académie du Gros Son pour faire un mix de batterie aujourd'hui, en tout cas pour comprendre comment approcher un mix de batterie acoustique. Alors pour moi quand je débutais c'était vraiment un truc qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de peine avant de comprendre comment approcher le mix d'une batterie acoustique, parce que c'est un élément donc qui est fort complexe, il y a énormément de différents éléments dans un même instrument, et donc comment faire pour ne pas s'y perdre et pour savoir comment avancer et comment finir avec un truc qui a un peu de sens dans votre contexte. Mais je m'avance un peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet et comprendre comment mixer une batterie, Gérald, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut liker la vidéo, parce que déjà on est cool, on est rigolo et vous likez la vidéo. On essaye en tout cas. Ouais. Ça déjà vous pouvez faire, ça c'est cool. Ouais. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne le loupez jamais et vous êtes toujours informés. On vous sort une petite vidéo depuis 5 ans, tous les mardis à 18 h, donc vous le savez, mais c'est important de s'abonner quand même parce que nous ça nous aide à sortir un peu dans l'algorithme. Et puis surtout, le plus important, vous allez sur notre site l'academiedugrosson.com/bonus, le lien est dans la description si vous voulez pas retenir tout ça de tête. Là vous rentrez votre email si ce n'est déjà fait et on a des cadeaux pour vous. Il y a ceux que vous allez recevoir tout de suite. Vous avez un guide d'achat pour votre home studio, vous avez un guide des fréquences qui peut vous aider parfois à mixer une batterie, et vous avez des plugins que des fabricants offrent gratuitement aussi pour mixer une batterie. Puis après, et puis il y a d'autres cadeaux qui vont arriver par la suite, mais ça vous le saurez que quand vous serez inscrit. Alors maintenant rentrons dans le vif du sujet et parlons un petit peu de comment faut faire pour bien mixer une batterie. Tout à fait. Alors la façon de réfléchir qu'on va vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la seule et unique façon d'aborder une batterie, mais je pense que si tu y penses comme ça, tu ne risques pas trop de faire des bêtises, et surtout ça fonctionne dans presque tous les cas de figure, et la plupart des gens que je vois travailler sur des batteries acoustiques travaillent comme ça. Donc, en même temps, ce n'est pas la seule façon de faire, mais ça finit par être la façon de faire de la plupart des personnes. En préparant le sujet, on en a discuté tous les deux, et en fait, on s'est rendu compte qu'on aborde ça de la même façon, donc on s'est dit, autant le partager avec vous. C'est quoi cette façon? Donc, premier aspect ultra important à comprendre quand on parle d'une batterie acoustique, en fait de n'importe quel type de batterie, donc que ce soit électronique ou acoustique, etc. Pour acoustique, c'est un tout petit peu plus particulier, c'est que c'est en même temps un seul instrument et en même temps tous des sous-groupes d'instruments individuels. Donc, nous avons donc déjà les fûts et les cymbales. C'est déjà un premier groupe. Ça, c'est déjà un premier groupe. Ces deux groupes d'instruments ne travaillent pas de la même manière, n'ont pas le même type de contenu fréquentiel. Les cymbales, forcément, c'est tout ce qui est un peu dans le haut, dans les aigus, etc. Beaucoup dans le médium. Les fûts, beaucoup dans le grave, pas mal dans le médium aussi. Donc, il y a déjà une première complémentarité ici. Cymbales, fûts. Ensuite, deuxième groupement dans la batterie, ça va être le kick et la snare, la grosse caisse et la caisse claire. Donc, énormément de styles musicaux, c'est notre point fort et notre contrepoint, si vous voulez, au niveau du rythme. Donc, faut forcément que ces deux éléments fonctionnent ensemble. Ensuite, on a tout le groupement des cymbales et des overheads, donc tout ce qui est mélange de tous ces éléments métalliques ou percussifs au-dessus des fûts, et dépendamment de comment on les enregistre, souvent on va avoir des overheads donc qui captent un peu l'ensemble, et des micros individuels, notamment sur le Charlet, sur la Ride peut-être même sur certaines Crash ou des China. Et pour tout ça, il faut penser à une présentation un peu cohérente de l'ensemble. Il y a des groupes qui appellent ça, moi parfois j'ai des groupes qui appellent ça en français affectueusement tout ce qui est la ferraille. La ferraille, c'est pas mal ça. Ça donne une idée du son, voilà. C'est ça. J'ai des groupes comme ça qui me disent tu peux diminuer un peu la ferraille, donc je sais que voilà. Si jamais tu ne vois pas de quoi il s'agit, ce sera le groupe où nous allons appeler le groupe la ferraille. La ferraille. Donc moi j'appelle par exemple chez moi dans mes mix, c'est les fûts ou en anglais shells et les tops, parce que c'est déjà tout ce qui est au-dessus de la batterie, au-dessus de la personne, hop, et surtout dans les aigus par rapport à tout ce qui est dans le bas sur le reste. Ensuite, on a tout ce qui est groupement de toms. Donc, dans les fûts, on a les toms qui sont fort différents du kick et de la snare puisqu'ils n'ont pas, la plupart du temps, de rôle rythmique soutenu. C'est plutôt des accents. Et en plus, souvent avec un élément un peu mélodique ou en tout cas un accordage entre les différents toms qui permet de faire des thèmes, si vous voulez. Par exemple. Ça, c'est mon petit trick, petit tips personnel. Si jamais tu sais pas comment accorder ta batterie, que tu as 3 tomes, accorde-le en Star Wars, ça marche toujours. Ensuite, prochaine couche de notre instrument de batterie, c'est tout ce qui est un peu ambiance, tout ce qui est profondeur du son, tout ce qui est un peu entre les éléments individuels.
forcément sur une batterie un peu faite de manière moderne, tu vas avoir des micros qui sont très proches de tout, en tout cas qui se focalisent sur un élément à la fois, mais à un moment donné, il faut trouver une sorte de sauce qui lie l'ensemble. Alors pour ça, on peut utiliser soit des micros room, donc des micros pièces qui prennent une photo, si tu veux, d'ensemble de notre batterie, soit on peut utiliser des reverbs pour créer des ambiances un peu dosées en fonction de chaque élément, combien est-ce qu'on en veut. Tout ça dans le but de créer une sorte d'osmose de notre batterie, pour que ça fasse plus des éléments individuels qui poquent comme ça de notre mix, mais que ce soit bien joli et ensemble. Et finalement, nous avons un peu l'ensemble de la batterie et comment faire en sorte que tout ça, finalement des éléments fort différents avec des couleurs de son complètement différentes, pour que tout ça fasse un ensemble cohérent, joli, puissant. Voilà, en fonction de ton contexte, forcément, le descriptif exact de ta batterie va changer, mais le but reste toujours le même, que la batterie dans le mix final ne sonne pas comme des éléments individuels mixés, mais comme un instrument naturel, ou en tout cas, où le mix ne s'entend pas. Pour obtenir tout ça, on te propose un ordre assez simple, que donc plein de gens suivent. Moi personnellement et Gérald, on commence très souvent par le kick et la snare, la grosse caisse et la caisse claire, parce que c'est la plupart du temps la base même de la rythmique. Donc il faut déjà que ça fonctionne, et tout le reste agrémente si tu veux, et aide ce groupement kick-snare à vraiment fonctionner dans le contexte. Pour ça, on va la plupart du temps commencer juste avec les micros directs du kick et de la snare, leur donner une certaine couleur qu'on aime bien, déjà les contrôler un peu, travailler sur la dynamique, travailler sur les fréquences, sur l'EQ, peut-être travailler un peu sur une saturation, ce genre de outils. Et surtout, s'assurer qu'ils fonctionnent ensemble. Qu'il n'y en ait pas un qui prend le pas sur l'autre, qu'il n'y en ait pas un qui sonne complètement en dehors de la signature sonore, si tu veux, de l'autre élément. Faut que ça marche bien ensemble. Jal, peux-tu nous montrer sur un petit exemple? Oui, alors ici, on a pris un exemple qui sort de notre cours sur l'enregistrement d'un groupe. D'ailleurs, si tu es là et que tu t'intéresses à mixer la batterie, ben avant de la mixer, essaye de bien l'enregistrer, et tout ton groupe donc, va voir le cours si ça t'intéresse. Alors, c'est une batterie qui a été enregistrée comme le but de ce cours, c'est d'enregistrer comme vous pourriez enregistrer à la maison. On l'a enregistré de façon assez simple, avec une petite carte audienne. C'est quelque chose de plutôt débutant dans une petite pièce. Là, c'est la batterie brute telle qu'on l'a enregistrée, déjà pour donner un petit peu de contexte. Ça sonne comme ceci. Ok, alors le but évidemment ici, c'est pas de vous dire comment mixer ce type de batterie, on va appliquer le principe, et puis après vous pourrez utiliser ça sur n'importe quelle batterie, dans n'importe quel style musical. Donc comme on a dit au début, ce qui nous intéresse, c'est la caisse claire et la grosse caisse, donc on va se focaliser là-dessus. Alors après, c'est chacun son goût, tant qu'on commence par l'un ou par l'autre. Allez, faisons un gros classique, on va aller sur la grosse caisse. Donc je vais mettre la grosse caisse en solo et voir un petit peu comment elle sonne. Ok, je vais juste faire un traitement rapide, pas un truc trop sophistiqué. On va mettre un petit peu d'EQ là-dessus, vite fait pour un peu cleaner l'ensemble. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de contrôler. On veut que ça fonctionne grosse caisse, caisse claire. Donc, je vais essayer de contrôler donc que ce son sonne bien selon mes goûts, un petit peu à moi. Faut voir ça en contexte, mais voilà, on va faire vite. Et après, surtout, ce qui est important, c'est de faire fonctionner, que ce soit cohérent entre kick et snare. Donc, allons-y un petit peu pour la grosse caisse. J'ai utilisé que des EQ et de la compression pour obtenir ce résultat. Je vous fais écouter sans et avec. Voilà, donc ça c'est un truc qui me plaît bien. Maintenant je vais préparer la caisse claire et puis après on va voir comment les deux fonctionnent ensemble. Alors voilà, la caisse claire, pareil, j'ai fait un petit traitement rapide qui me paraissait sympathique, j'ai mis quelques plugins. Écoutons ce que ça donne sans et puis avec. Alors pour moi ici, pour vite analyser ce qui s'est passé, déjà de 1, il y avait une question un tout petit peu de nettoyage de contrôle, donc enlever un peu des résonances, enlever un peu des choses qui ne sont pas utiles dans le but, dans le rôle d'un élément, dans le kick avait un peu de pop comme ça, qui faisait un peu papier, qui finalement n'était pas super intéressant, il manquait un peu de poids, c'est un kick, faut que, surtout dans un contexte comme ça, faut que ça frappe un peu, donc Gérald, un peu
nettoyer, rajouter ce qui manquait. La snare un peu inverse, elle était un tout petit peu trop terne, elle était un tout petit peu trop poc, un peu plastique. Donc voilà, on a un peu recalmé tout ça, recompressé tout ça pour que les deux maintenant, moi je les voyais un peu kick, un tout petit peu trop bright, mais il manquait du poids, il manquait un peu de son endroit, et la snare un peu comme ça, bah, on les a ramenés maintenant ensemble. Et ça devrait théoriquement maintenant s'associe mieux. C'est ça, et Gérald avait aussi joué un peu sur le volume des deux pour que l'impact et ce mouvement du groove soit équilibré, qu'un des éléments ne prenne pas les pas sur l'autre. Tu nous fais peut-être réécouter un peu comme ça avec tous les plugins et sans tous les plugins. Je vois un peu ce qui se passe. Kick et snare, maintenant comment ça sonne avant ce traitement et comment ça sonne après maintenant qu'on veut le faire fonctionner ensemble. Très cool. Alors écoute encore une dernière fois, on va faire ça. Écoute un peu la place au niveau de la profondeur par rapport à ce kick et snare. Moi, ce que j'entends ici, c'est que le kick à la version brute est un peu derrière la snare. C'est comme si le batteur jouait sur le kick et jouait avec une baguette de 2 mètres. C'était pas le cas. Sur une snare qui est bien devant lui mais qui est plus proche de nous. C'est pas trop le but. Et on a l'impression, enfin moi en tout cas j'ai l'impression que cette snare est beaucoup plus, donc pas seulement beaucoup plus proche, mais du coup elle a l'air plus fort, elle a l'air plus ping, et que ce kick est un peu derrière et qui n'a pas tout à fait son rôle. Donc ça, je pense que ça a été équilibré. On écoute. Cool. Et au niveau des fréquences, je trouve aussi que là où les deux avaient des couleurs fort différentes, maintenant on dirait que c'est beaucoup plus un même instrument. C'est un peu une question de goût aussi. Bien sûr. Comme ça attaque un tout petit peu plus la caisse claire, j'aurais tendance même à remettre un tout petit peu, mais bon, c'est pas le but de ce truc là, mais du coup la cross caisse comme tu disais un peu derrière, peut-être qu'elle peut venir attaquer aussi, un tout petit peu plus. Voilà, comme ça, là le but c'est vraiment que les deux soient dans une énergie similaire et qu'on a l'impression que le batteur frappe un peu de la même façon sur les deux et qu'on a un truc qui se balance bien et donne le groove. Et visuellement, si on y pense un peu, genre où est-ce qu'elles arrivent ces attaques, d'ailleurs si tu vois ici à l'écran, tu peux bien zoomer juste un tout petit peu, tu vois bien que au niveau de genre volume des waveforms carrément des formes d'onde ici, le kick est un peu plus petit, la snare un peu plus grande, ces attaques vont un peu plus haut de la caisse claire par rapport au kick, donc là tout ça, tout ce qu'on a fait ici, c'est pour que toutes ces choses-là se ramènent maintenant dans la même région, si on veut, qu'il n'y en a pas un qui dépasse et l'autre qui peine à arriver jusqu'à la limite. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Premier bloc. Premier bloc. Deuxième bloc qu'on te propose, c'est de faire un peu le même travail d'équilibre, mais avec la ferraille dont on parlait tout à l'heure. On se permet de faire une petite pause dans cette vidéo parce qu'on a un petit truc à vous expliquer. Alors depuis peu, tu peux devenir un mécène de l'AGS ou alors nous aider à développer notre chaîne. Tout ça avec le nouveau petit bouton que tu vois sur toutes nos vidéos, rejoindre. Si tu cliques là-dessus, tu vas avoir 4 options pour toutes les bourses et surtout si tu trouves qu'on est un peu bon, un peu voilà plutôt cool ou alors super génial, tu peux choisir ce que tu veux nous donner tous les mois. Ça permet donc de aider la chaîne à évoluer, faire plus de trucs et t'apprendre encore plus sur comment faire de la musique à la maison. Et maintenant, retour à cette super vidéo que tu étais en train de regarder. Ici, c'est assez simple, parce qu'on a que on a que 3 micros pour les cymbales. On a 2 overheads, gauche-droite, et un charlet. Donc on va un tout petit peu rééquilibrer ça, et voir comment est-ce qu'on peut préciser le rôle de ces micros. Dans cette façon de penser au mix des batteries, pour nous, le rôle surtout des overheads, c'est une photo donc de cette ferraille, de ces cymbales. Ce n'est pas nécessairement un truc qui va nous aider beaucoup pour le son du reste du kit. Ça, c'est une approche qui est peut-être pas privilégiée par tout le monde. Il y a des styles, notamment dans du jazz, dans un truc beaucoup plus acoustique, beaucoup plus feutré, etc., où là, les overheads vont avoir un rôle un peu différent. Dans du pop rock, dans du rock, metal, peut-être même du reggae, etc., la plupart du temps, les overheads, c'est quand même principalement pour la cymbale. C'est aussi un peu un choix. Ici, c'est sur ça qu'on va partir. Donc, si jamais tu n'es pas d'accord, tu as le droit entièrement, mais écoute quand même, ce sera peut-être intéressant. Alors,
Alors ici, voilà, j'ai vite fait mon petit réglage comme j'avais envie. Je vais vous faire écouter en solo cette piste avec les deux overheads et le charlet, sans le traitement et avec le traitement. Et puis après, je vous explique vite fait ce que j'ai fait. En gros, c'est assez simple. Si on regarde un petit peu les EQ, ça c'est sur le charlet. J'ai juste été enlever du grave, tout ce que j'avais pas forcément envie de ces résonances de caisse que je ne veux pas pour avoir le contrôle sur ma ferraille. Je l'ai un petit peu compressé parce qu'à un moment ça joue ouvert, charlet fermé. C'est juste un petit peu de contrôle pour quand le charlet souffle, qu'il soit pas un peu trop de nouveau, qu'il plique pas. Donc vraiment avoir le contrôle de l'ensemble en sachant que maintenant je voudrais aller mélanger ça à mon kick snare qui est l'élément important qui donne le groove. Donc je veux maintenant que ça vienne se coller dessus puisque c'est un seul instrument et j'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui ressortent un peu trop comme ça. Et alors sur les overheads, là ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé beaucoup de graves et de bas médium. C'est juste pour éliminer tout ce qui est un peu influence de la grosse caisse et caisse claire dans le son parce que ça c'est classique quand on met des overheads. Ça c'est une façon de faire mais directement ça change. C'est un peu cet équilibre grosse caisse claire qu'on avait. D'ailleurs ça je peux vous faire écouter. Reparlera, ouais. On en reparlera. Et j'ai juste enlevé un tout petit peu dans l'aigu parce qu'il y avait des trucs un petit peu agressifs. Là, j'ai juste voulu adoucir de nouveau pour que ça ne ressorte pas de cet ensemble cohérent pour moi qui est la batterie. Donc, je veux pas qu'il y ait certains trucs aigus qui ressortent. Et tout ça pour mieux servir le rôle que ces micros ont dans la photo de notre batterie, dans la vidéo de notre batterie. Ça joue, c'est pas une photo, voilà. Si on garde trop de ces infos dans le bas, qui vont toujours être là, n'importe un peu comment vous positionnez les micros, etc. Il y aura toujours beaucoup de ce room foum foum, que ce soit donc des fûts, comme je le disais tout à l'heure, kick snare, déjà dans les micros, ou même en fait le son des cymbales, même les cymbales dans une pièce avec un micro, ou alors même à l'oreille, ça fait quand même beaucoup de dans le bas du spectre. Dans un mix en général, c'est pas nécessaire et ça cache tout le reste, tous les autres instruments qui jouent dans la même fréquence. La partie qui nous intéresse le plus sur les cymbales, c'est tout ce qui brille un peu, c'est tout ce qui ouvre un peu le spectre en haut, ce qui donne de l'énergie. Donc c'est sur ça qu'on va se focaliser. Et pourquoi on fait ça à ce moment-là? Parce que kick snare c'est le plus important, mais les cymbales forcément ça joue aussi tout du long, là où les tomes vont venir à des endroits ponctuels. Donc ça, là on est vraiment en train de se tracasser de ce qui fonctionne. En général, c'est rare qu'on fasse que tout un morceau que grosse caisse claire, ça peut arriver, mais en général, voilà. Tout ça sont les éléments qui jouent ensemble. Grosse caisse claire, plus important, c'est ce qui nous donne le groove, et ça, c'est ce qui nous donne un peu ce top continu. Donc c'est pour ça que ça vient en deuxième élément, parce que quelque part, c'est peut-être l'élément le plus important après le grosse caisse claire. Et alors, le truc que tu n'as pas encore vu, parce qu'on a fait vite fait en passant, c'est que je vais aussi vérifier comment ça fonctionne déjà avec le kick et la snare. Donc, mélanger et vérifier ses choix déjà en les plaçant dans le contexte avec les kick snare. On peut peut-être faire ça maintenant? Trouver la balance, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis vérifier aussi que nos mouvements de EQ ne sont pas trop drastiques ou assez drastiques pour ne pas impacter donc les kick et la snare. Et ça, après, quand on te fait écouter, on t'explique pourquoi. Voilà comment les deux maintenant se mélangent. J'espère que ce que tu entends, c'est que quand on ajoute donc notre ferraille, notre top, si tu veux, il n'y a pas vraiment de différence par rapport au kick et la snare. Qu'on avait construit, oui, c'est ça. Qu'on avait déjà fait, qu'on avait déjà préparé. Eux, ils restent pareils. Il y a juste un truc qui s'ajoute au-dessus et qui a son propre rôle. Et qui du coup maintenant on a une photo plus ou moins complète de notre batterie. Alors, on peut peut-être te faire écouter la même chose mais sans les traitements que Gérald a fait. Donc juste les micros bruts des overhead et du hi-hat dans le contexte de kick et snare et écoute bien la différence de couleur que ça apporte. Voilà, cool. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que le kick et snare, quand on n'a pas les micros, overhead et hi-hat ont une certaine couleur, une certaine frappe, ont une certaine place, ils sont bien devant. Quand on met les micros, mais sans le traitement, j'ai l'impression que tout change beaucoup, que les kick et snare sont beaucoup plus... C'est ça l'élément clé souvent d'un truc de batterie ou... Tout à fait, c'est classique. Ça, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. La caisse claire devient fine, floue...
Et un peu papier comme ça. Il y a un peu ce truc un peu froid qui est souvent pas très joli. Et par contre, quand Gérald a remis les traitements, donc les IQ, un tout petit peu de compression, j'ai un peu retrouvé cette couleur de la caisse claire et de la grosse caisse de base. Et c'est exactement ce qu'on veut te montrer ici, c'est qu'en commençant à sculpter toutes ces choses-là pour donner chacun leur rôle, bah finalement, chaque traitement individuel fonctionne mieux. Prochain groupement, c'est tout ce qui est le reste des fûts. Donc ici, les toms. Ça peut être évidemment tout plein de percus différentes et variées, mais la plupart du temps, c'est des toms. Tom et Jerry, Tom Hanks... Pas mal. Par exemple. Donc ici, nous avons 2 toms qui, comme tu vois ici, peut-être, je sais pas si tu le vois, on ne joue pas très souvent. C'est vraiment des petits accents. C'est pour ça qu'on ne tracasse pas tout de suite. Ici, la partie importante, ça va être quoi? Ça va être de, déjà, nettoyer un peu et leur donner leur rôle bien spécifique, exactement comme on a fait avec Kick et Snare, et ensuite les mélanger dans le reste en s'assurant qu'ils ne dénaturent pas tout le reste de la batterie. Attention, quand la batterie c'est un élément, il y a plein de micros qui enregistrent tous au même endroit, qui finalement entendent tous les autres éléments aussi. Dès que tu ajoutes un autre micro, ça risque de changer beaucoup la couleur de tout l'ensemble, de tout le mélange. Donc ça, on va être particulièrement attentif que ça ne nous pose pas problème. Alors voilà, j'ai fait mon petit traitement de tom. Je vais vous faire écouter comment ça sonne avec et sans. Donc que les toms en solo avec et sans le traitement. Donc on est toujours dans le contrôle, le nettoyage, rendre le truc un peu plus percutant, plus efficace. Et j'ai aussi essayé de penser un peu à ce que ça n'altère pas trop. Enlever tout ce qui était grosse caisse et caisse claire dans le cas des toms qui ne jouent qu'à quelques endroits. J'ai peut-être pas envie de tout ce qu'on entend qui traîne pour pas changer cette couleur comme on a dit. Et les cymbales aussi, puisque bah là, le premier truc que tu as mis ici sur les toms, c'est ce qu'on appelle ici un silencer, donc un gate spécialisé pour les toms, pour la batterie, qui donc enlève tout ce qui est entre les coups des toms à proprement parler et qui coupe, pour moi, ce qui me dérange la plupart du temps dans les toms, c'est tout ce qui est cymbales qui sont présentes tout le temps dessus, qui souvent sentent pas super bien, parce que c'est souvent cymbales qui arrivent dans le micro, mais pas avec un angle intéressant, truc machin bidule. Si jamais ça t'intéresse, on a quelques vidéos qui parlent plus de ça, on va peut-être les mettre ici dans la description, mais on isole vraiment les coups des toms, et on les contrôle, on leur donne la bonne couleur pour pouvoir les mettre beaucoup plus fort, parce que sinon, si on veut les mettre au même volume, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans 2 secondes, on va faire le mélange, tu vas voir que si on les laisse à ce volume-là, sans aucun traitement, en fait, toute la batterie change complètement, devient très agressive. Donc, on essaie peut-être ça? Comment ça se mélange dans l'ensemble? Voilà, moi ce que j'entends ici, c'est que dès qu'on enlève le traitement, surtout le silencer, il y a tout un qui se met en plus. Et de mon expérience dans un cadre de mix complet, cet homme devrait aller encore beaucoup plus fort que ça. Ça peut, oui. Pour qu'ils s'entendent en fait, simplement dans le mix. Là, comme ça en solo, ça va encore, mais dès qu'il y aurait, je sais pas moi, de la guitare électrique un peu distordue, etc., tout ça se perd très vite dans le contexte. Et donc là, dans ce cas de figure, si on voulait le mettre très très fort, on mettrait beaucoup plus fort aussi toutes ces cymbales. Mais c'est ça, sans le traitement, ce qu'on entend, c'est que les toms, on les entend moins bien et on entend beaucoup plus d'autres trucs, que quand on remet le traitement, ils sont un peu plus percussifs, plus précis, et il y a moins de bruit autour. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de régler pour que ça sonne bien, et puis après je prends une zone où il n'y a pas de tom, et je mute, et je remets les pistes. Puisque les toms ne jouent pas, je vois si ça change la couleur de ma batterie quand ça tourne de façon générale.
peux me faire écouter au début quand il y a les crashs, parce que là c'est surtout sur les crashs que je trouve que c'est particulièrement audible. Voilà, je mute. Jusque là, ça va. C'est ça, je mute, je remets, je sens que ça ne change pas trop le son de ma batterie, pour moi c'est ce qui est important. Et par contre, quand il y a les toms, par contre, eux sonnent quand même bien et assez fort, évidemment. Tu nous montres ça, mais sans les plugins? Voilà, je pense que c'est assez parlant. Oui, il y a des belles harmoniques là, qui résonnent, enfin il se passe plein de trucs sur les tomes, voilà, quand c'est traité. Toujours l'idée d'avoir ce gros caisse claire d'abord qui change pas, et puis avec les cymbales, parce que les tomes, on veut les entendre bien quand ils interviennent, mais on veut pas que ça foute en l'air toute notre son de batterie pour les 3 coups que le batteur aura fait dans tout le morceau, quoi. Et le deuxième petit truc important ici, je pense sur les tomes, c'est un aspect complémentarité des tomes entre eux-mêmes. Ça, c'est aussi un truc que j'ai à travailler un peu avec l'EQ, etc. On regarde, j'ai pas fait les mêmes traitements sur les deux exactement. J'ai ajouté, par exemple, ici, il y a plus un EQ un peu différent pour rééquilibrer sur l'ensemble, c'est vrai. C'est ça. Pour que les deux ensemble fassent un groupement à eux-mêmes, qu'on va ensuite mélanger dans ces deux autres groupes et que tout s'emboîte juste comme il faut. Donc voilà, ça fait un peu le tour de notre troisième groupe, si vous voulez, de instruments dans mon instrument de batterie. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le dernier élément qui est un peu donc tout ce qui est profondeur, un peu largeur, un peu liant la sauce, si tu veux, entre tous les éléments individuels, parce que pour l'instant, c'est cool, mais ça sonne encore un tout petit peu pouc, pac, toum, toum, chaque élément un peu séparé. Bon, ici, la batterie est enregistrée vraiment bien, elle jouait vraiment bien et bien équilibrée déjà au niveau de la prise, au niveau de l'accordage. Donc, on a déjà quelque chose qui est fort, cohérent et qui fonctionne bien. On pourrait en fait très bien se passer d'une room, mais très souvent, ça aide à un tout petit peu ajouter ce petit truc en plus. Alors, de mon expérience, ça dépend évidemment de façon de produire, mais les rooms, en général, c'est un petit pourcentage du son global. Les gens adorent en parler, adorent un peu geeker sur comment faire des rooms compressés, trucs machin, voilà. Mais souvent, c'est un petit truc en plus. Donc, si vous n'avez pas, vous en inquiétez pas du tout, on peut faire ça avec des reverbs, on peut même s'en passer complètement très souvent. Mais voilà, parlons-en quand même un tout petit peu. Charles, tu nous fais un petit traitement de ça et puis on check dans le contexte. Oui. Cool, tu le fais écouter peut-être un tout petit peu en solo d'abord avec son traitement? Ouais. Ok, donc voilà, un tout petit peu de nettoyage, il y avait des trucs un peu agressifs dedans. Ouais, qui ressortent, qu'on n'a pas envie d'avoir. De l'expérience, les rooms, ça marche pas trop bien quand il y a trop de cymbales dedans. Parce que souvent, ça fait juste un truc un peu flou, mais ça n'aide pas beaucoup. Ça marche beaucoup mieux quand il y a beaucoup d'énergie un peu dans le bas médium, des fûts surtout. Là, c'est souvent intéressant. Et surtout, ça marche la plupart du temps bien quand on les compresse quand même pas mal, parce qu'on veut pas nécessairement que ça vienne poker comme ça de temps en temps un peu poc, 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 mais que ça fasse une sorte de, comme je disais tout à l'heure, un peu sauce qui se place entre les éléments. Tu nous montres ça peut-être dans le contexte, mélanger ça? Très cool. Alors, ce qui était cool, c'est qu'à un moment donné, genre, à monter le truc, on commence à sentir quelque chose se passe, on sait pas trop quoi, et puis à un moment donné, il y a toute la couleur de la batterie qui change carrément. Ouais, la caisse claire surtout, on prend un coup, elle sonne plus fine, machin, et puis trouver le bon niveau, toujours aller trop loin, et puis hop, juste bien doser le truc. C'est ça, et puis dès qu'il est redescendu un peu plus bas, moi en fait, ce que je me suis rendu, ce que ça faisait surtout pour moi ici, c'est que sans la room, j'avais l'impression que cette batterie était cool. Et puis avec la room, c'est là que je trouvais finalement l'ensemble de la batterie. Un peu plus 3D comme ça. Un peu plus 3D, un peu plus aussi lié. Donc avant, c'était vraiment kick, snare, crash. Et puis ici, ça fait... Ouais. Il y a un truc un peu au milieu. Ça donne en plus un peu plus de rondeur, de chaleur dans le son. Ça s'entend surtout quand on mute et démute. Ça ajoute un truc un peu en plus. Comme on reste encore une fois? Ouais.
Donc là, ça fait tous les éléments différents, les différents groupements, si tu veux, de ce grand instrument de batterie. Et puis, le tout dernier truc qui nous reste, c'est l'ensemble. Donc, une fois qu'on a réussi à trouver la complémentarité de tous ces groupements séparés, qu'on a réussi à les faire s'emboîter de manière générale, on peut aussi, et très souvent on le fait, la plupart des gens traitent une batterie complète, que ce soit avec un tout petit peu d'EQ, avec un tout petit peu de compression, etc., pour donner un autre level, un autre niveau de contrôle et de sculpture, si tu veux, pour le faire fonctionner dans un contexte. Tu nous fais un peu ta version de ce que cette batterie pourrait donner? Ouais. En fait, on a créé l'instrument batterie. Maintenant que c'est un instrument, on peut le traiter comme un instrument complet. Dans ce cas-ci, comme ça est déjà bien équilibré et complet, en temps normal, j'aurais peut-être fait plus de choses, des compressions pareil, genre de choses. Si tu veux voir comment je mixe parfois une batterie de A à Z, on avait fait l'exemple sur un titre complet où j'ai mixé tout le titre, le lien dans la description, la partie sur la batterie. Mais ici, globalement, j'ai eu envie de... ce que j'aime bien mettre dessus, c'est quelque chose qui va encore un petit peu saturer, EQer, redonner encore un petit peu plus de largeur, de densité dans le son. Donc j'ai rajouté une petite satu, un petit truc, ça marche souvent bien sur les batteries, ça redonne un petit peu du punch et ça lui donne aussi un peu plus d'épaisseur. Et je trouvais après... C'est une sorte de liant. C'est ça, exactement. Ouais, très ça cool. redonne un petit peu aussi un petit peu de longueur un peu dans l'ensemble. Et après l'avoir mis, je trouvais que ça manquait peut-être encore un tout petit peu de définition, donc j'ai mis tout petit EQ très léger ici pour redonner une pincée de sel comme ça, là. Hop, de sel comme ça. Voilà, on peut écouter avec et sans. De nouveau, c'est toujours pour rendre maintenant l'ensemble de l'instrument qui est figé un tout petit peu plus beau et un petit peu plus grand. Écoutons, avec et sans. Et donc ça conclut un peu notre voyage, notre chemin de mix de batterie. Un petit récap très rapide. De 1, on sépare les choses en groupes qui ont du sens ensemble. Tout d'abord, kick snare parce que c'est le groove. La plupart du temps, c'est le groove principal. Forcément, si ton morceau se base sur un groupe de tomes, commence par ça. Voilà, on se comprend bien. Ensuite, qu'est-ce qui est complémentaire de ça? C'est tout ce qui est la ferraille, les cymbales au-dessus. Donc ça, on travaille un peu ensemble, on en fait un groupe qui a du sens, puis on le mélange au précédent. Là, on a un truc qui commence à avoir un peu de sens, qui présente une batterie presque complète. À chaque étape, on réajuste les niveaux, on réajuste un peu tout pour que tout s'emboîte au mieux possible. Ensuite, on ajoute à ça tout ce qui est éléments ponctuels, qui, de préférence, si possible, on nettoie pour que ça ne joue que quand ça joue réellement, pour ne pas aller salir le son sur lequel on vient de travailler et qu'on vient de polir joliment. Ensuite, si on a l'occasion d'avoir des micro-rooms, on les ajoute pour créer une sorte de sauce, une sorte de liant comme ça au milieu, donner en fait une sorte de vie à toute cette batterie qui, sans ça, sonne un tout petit peu fake, forcément, puisque tous ces micros sont très proches, c'est pas comme ça qu'on écoute une batterie. Vaut mieux pas, non? Voilà, vaut mieux pas, ça fait un peu mal. À cette étape-là, on se rend compte qu'en fait, la room, on l'entend pas vraiment, mais quand on la coupe, là, il y a vraiment une différence. Si tu n'as pas de room, tu peux faire exactement la même chose, le même effet avec une reverb bien choisie, un truc pas trop long, un peu type room, type pièce, forcément. Si jamais tu n'es pas sûr de tout ça, on a plein de vidéos sur des reverbs, notamment sur le choix de type de reverb qui pourrait t'intéresser. Ça ressemble à ça. Une fois que tu as fait tout ça, voilà, on fait les derniers réajustements pour être sûr que tout l'ensemble maintenant de batterie fonctionne, qu'il n'y ait rien qui dépasse, qu'il n'y ait rien qui disparaisse et que tout joue à son rôle prédéfini. Et ensuite, on peut traiter l'ensemble de l'instrument comme un seul groupe, si tu veux. Et très souvent, dans un mix, une fois passé cette première étape, on va pas trop aller rechercher en tout cas changer des grosses choses sur des éléments individuels. On va évidemment un tout petit peu réajuster ceci et cela en fonction du reste du mix, mais souvent la plupart des moves de mix par la suite sur la batterie seront faits sur le groupe de batterie pour le mélanger à tout le reste de notre mix.
Merci d'avoir regardé ça jusqu'ici. Maintenant, je veux entendre tous vos morceaux avec des batteries acoustiques qui sonnent incroyablement bien. Vous nous partagez tout ça, les résultats, grâce à cette vidéo, en tout cas, j'espère. Si vous avez envie de voir des choses plus spécifiques sur le mixage de batterie, ben, n'hésitez pas à vous mettre ça en commentaire, parce que la batterie, c'est le groove, c'est la vie, et on en a besoin. Pourquoi la batterie? Pour faire de la musique.